Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez fabuleusement bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous aborderons les principes fondamentaux du cerveau. Du coup, au sein de cette vidéo, on ne rentrera pas dans les détails de ce que ça va être vraiment le cerveau. Ainsi, à chaque passage que je vais citer, il y aura toujours des ressources en fait dans la description pour permettre d'aller un peu plus loin dans le détail. Sinon, vous imaginez bien que la vidéo va durer au moins 28 heures. Tout d'abord, il faut savoir que notre corps est composé de ce que l'on appelle le système nerveux. Ce système va nous permettre de vivre, de réguler de très nombreuses fonctions au sein du corps, et aussi de pouvoir appréhender notre environnement. Il va être composé de deux contingents. Le premier contingent, c'est le système nerveux central. Celui-ci va être composé de la moelle spinale, ou anciennement appelée la moelle épinière, et du diencéphale. L'encéphale lui-même va être composé de trois structures. Nous avons tout d'abord le diencéphale, c'est-à-dire les deux hémisphères cérébraux. Ensuite, nous allons avoir le cervelet, qui va permettre la coordination motrice, le contrôle moteur ou encore l'équilibre. Et en dernier, nous allons avoir le tronc cérébral, qui se trouve juste en continuité du cervelet vers le bas, et qui va être le point de départ des systèmes nerveux parasympathiques, et aussi la voie de passage de nombreuses voies sensitives et motrices. De l'autre côté, il va y avoir le deuxième contingent, qui est le système nerveux périphérique. Celui-ci, il va correspondre à l'ensemble des nerfs qui vont être à l'extérieur donc du système nerveux central, et ils vont être l'ensemble des prolongements qui vont permettre de faire le lien entre le système nerveux central et les différents organes. Il permet de faire le lien avec le système nerveux central avec en fait deux types d'informations. Il va pouvoir soit véhiculer des informations afférentes qui vont ainsi aller de l'organe vers le système nerveux central, donc de l'extérieur vers l'intérieur si vous préférez, et on aura ensuite les informations efférentes, qui va être la réponse du système nerveux central à l'information que l'organe a envoyée, qui va directement aller vers l'organe pour le réguler. Et une chose très importante à savoir, c'est que notre système nerveux central, donc juste l'encéphale et la moelle spinale, sont composés de près de 100 milliards de cellules nerveuses. Rendez-vous compte, 100 milliards, c'est énorme. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un neurone ? Un neurone, c'est une cellule nerveuse qui va avoir pour but de transmettre une information à une autre cellule nerveuse. Le neurone est composé de trois parties, un corps cellulaire, un axone et une synapse. L'information va être transmise sous forme électrique, c'est ce que l'on va appeler un potentiel d'action, ou encore un message nerveux. Celui-ci va naître au niveau du corps cellulaire et il va pouvoir être transmis par l'axone qui va être en quelque sorte le chemin, la voie d'accès pour ensuite arriver jusqu'à la synapse. Mais qu'est-ce qu'une synapse ? Une synapse, ça va être la zone du neurone qui va pouvoir faire en fait l'intermédiaire avec l'autre cellule nerveuse en face. Je m'explique. Notre message nerveux va arriver au niveau de notre synapse qui va se trouver en face d'une synapse d'un autre neurone. Mais en effet, les deux synapses ne se touchent pas. On a ce que l'on appelle alors une zone de contiguïté, c'est ce que l'on appelle plus couramment la fente synaptique. Vous vous doutez bien, pour que l'information passe, il va falloir quelque chose, vu que les deux synapses ne se touchent pas. C'est ainsi que le message nerveux sous forme électrique, donc de potentiel d'action, va pouvoir être codé en quantité chimique de neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, c'est une molécule qui va avoir pour but de transmettre une information d'un neurone à l'autre. Il en existe plusieurs types. On va en avoir qui vont être excitateurs, tels que l'acétylcholine ou le glutamate, d'autres qui vont être inhibiteurs, tels que le GABA ou la glycine, et d'autres qui vont être plutôt des modulateurs, tels que la sérotonine ou la dopamine. Ces neurotransmetteurs vont être impliqués dans différentes fonctions avec une répartition et une combinaison différentes en fonction de la spécificité de celle-ci. L'ensemble de ces neurotransmetteurs vont être contenus au niveau de la synapse dans ce que l'on appelle des vésicules synaptiques. Dès lors que le potentiel d'action va arriver au niveau de l'élément présynaptique, l'ensemble de ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente synaptique et ils vont pouvoir être récupérés par les récepteurs spécifiques qui vont être situés au niveau de l'élément postsynaptique. Une fois capturés par les récepteurs de l'élément postsynaptique, juste en face, ils vont pouvoir de nouveau générer un nouveau potentiel d'action. Ce mécanisme va pouvoir se faire sur des synapses neuroneuronales ou des synapses neuromusculaires pour permettre d'avoir la contraction musculaire par exemple. Et ce mécanisme va se répéter des milliers de fois, voire des millions de fois, sur tout un réseau neuronal. Par la suite, l'ensemble de ces neurotransmetteurs qui étaient sur les récepteurs vont être dans la majorité des cas recyclés pour permettre de resservir et de faire naître de nouveaux potentiels d'action. Le mécanisme que je viens de vous expliciter, ça va marcher en fait pour les synapses chimiques. C'est ce que l'on va retrouver essentiellement, très majoritairement dans notre corps. En effet, il existe aussi d'autres types de synapses que l'on appelle les synapses électriques.
qui elles vont plutôt être recrutées lorsque les tissus nerveux vont devoir agir de manière synchrone. Celles-ci sont très minoritaires dans le corps, et on peut les retrouver par exemple au niveau du tissu nodal cardiaque, qui va permettre en fait les battements du cœur et le fonctionnement du muscle cardiaque, le myocarde. Nous pouvons dès à présent parler de la densité du réseau neuronal qui est tout bonnement fabuleuse. Comme je vous l'ai dit auparavant, notre système nerveux central possède environ 100 milliards de neurones. Et pour chaque neurone, il va y avoir 10 000 synapses. Rendez-vous compte de l'importance et de la densité de notre réseau neuronal. Au sein de notre système nerveux, nous détenons les neurones qui sont d'une importance capitale, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les cellules gliales qui sont tout aussi importantes et que l'on oublie souvent. Si vous voulez, les cellules gliales, par rapport aux neurones, ça va être leur nounou. Ces nounous vont permettre la croissance, le bon développement et le bon fonctionnement de ces neurones. Il en existe 3 types. Nous avons premièrement les astrocytes. Ce sont des cellules gliales qui vont assurer la vascularisation des neurones. Ils vont apporter tout ce qui va être le sang, les nutriments ou encore l'oxygène qui va être nécessaire pour le bon fonctionnement et la survie de ces neurones. Ceux-ci vont être reliés à des capillaires pour permettre d'avoir l'ensemble du sang qui va arriver et aussi pour former ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière va avoir pour rôle la protection des neurones vis-à-vis de certaines molécules toxiques ou d'autres molécules extérieures. Nous avons ensuite les oligodendrocytes au niveau du système nerveux central qui vont avoir pour but de myéléniser les axones. C'est-à-dire qu'ils vont venir appliquer ce que l'on appelle une gaine de myéline qui va permettre d'augmenter la vitesse de transduction du message nerveux, sa vitesse de déplacement. Si vous voulez, ça va être un peu à la manière d'une gaine électrique qui va permettre en fait de mieux isoler le courant qui va passer à l'intérieur et que ce soit beaucoup plus efficace. Nous pouvons d'ailleurs avoir des atteintes au niveau de ces oligodendrocytes dans certaines maladies comme la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune qui va venir développer des auto-anticorps contre ces oligodendrocytes, donc contre ces cellules gliales, qui vont ne plus pouvoir effectuer en fait leur rôle, c'est-à-dire de myéléniser les axones, ce qui va avoir de multiples conséquences. On va perdre la vitesse de transduction du message nerveux, on va aussi avoir beaucoup de fonctions qui vont être énormément impactées. Enfin, nous avons les cellules de la microglie qui vont avoir un rôle de défense et de protection immunitaire vis-à-vis des agents pathogènes au sein de notre cerveau. Nous allons pouvoir maintenant parler de la topographie du cerveau de manière générale. Le cerveau va être divisé, réparti en 4 régions différentes que l'on va appeler les lobes. Nous allons avoir tout d'abord le lobe occipital qui va être le centre de la vision. Ensuite, nous avons le lobe pariétal qui est aussi appelé le cortex somesthésique, c'est le centre de la sensibilité. Ensuite, nous avons le lobe temporal qui lui-même contient l'hippocampe qui va être très important dans la reconnaissance des situations de danger, dans la mémorisation et dans d'autres fonctions. Et enfin, nous avons le lobe frontal qui va nous permettre énormément d'autres possibilités comme la créativité, la réflexion et encore d'autres diverses fonctions. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre topographie du cerveau qui va plus retracer l'évolution cérébrale. Cette topographie va s'appeler le cerveau triunique. Nous avons le premier cerveau qui est le cerveau reptilien, archaïque ou encore appelé le cerveau primitif. Ce cerveau est apparu il y a environ 500 millions d'années et il a évolué jusqu'à il y a environ 250 millions d'années. Il était d'abord présent chez les amphibiens et les reptiliens, et de par l'évolution, eh bien, tous les animaux, tous les mammifères, les reptiliens, les amphibiens, les hommes, ont ce cerveau primitif archaïque. Le rôle du cerveau reptilien, ça va être d'assurer la survie de l'espèce à travers les pulsions, mais sans cette dimension de plaisir, c'est-à-dire se reproduire, dormir et manger. Il va également pouvoir permettre d'exprimer l'ensemble des émotions archaïques. Prenons exemple. Vous êtes dans la rue, vous marchez tranquillement, et là vous entendez un bruit très strident qui vient de votre droite, comme si une voiture freinait. Vous allez ainsi vous protéger avant de réfléchir. Juste après, vous vous rendrez compte que la voiture qui a freiné se trouvait à l'autre bout de la rue. Mais pourtant, vous vous serez protégé. Pourquoi donc? C'est très simple, c'est juste que votre cerveau archaïque aura pris le dessus sur tous vos autres cerveaux. C'est, on va dire, l'aspect primitif pour assurer votre survie qui aura pris le dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est le premier cerveau qui est apparu, et c'est le moins développé, mais c'est le plus réactif. C'est-à-dire qu'il va prendre le contrôle de tous les autres si jamais il y a une situation de danger. Ensuite, nous avons le cerveau émotionnel, ou encore appelé le cerveau limbique, ou pour les puristes, le cerveau paléo-mammalien. Ce cerveau provient de l'évolution et il est présent chez tous les mammifères. Ainsi, un chien, un chat vont pouvoir ressentir des émotions.
C'est lui qui va permettre la capacité de comprendre les émotions, les ressentis que nous allons avoir par rapport à notre environnement. Il va aussi avoir un rôle très important au niveau du comportement. C'est aussi avec lui qu'on va chercher la notion de confort, par exemple les inventions. Puis nous avons le cerveau qui est apparu en dernier au cours de l'évolution, c'est ce qu'on appelle le néocortex, le cortex préfrontal, le cortex néo-mammalien. Ce néocortex, il est présent chez les singes, mais il va être beaucoup plus développé chez les êtres humains. C'est ce cerveau-là qui va nous donner la capacité de réfléchir, de faire aussi de l'abstraction et d'avoir surtout une réflexion par rapport au futur, d'avoir de l'ambition ou une perspective d'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. En tout cas pour moi, ce fut un plaisir de vous la faire, de vous la concocter. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur la neuroplasticité. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à la prochaine.